je suis à l'écoute de ce qui est en train de changer dans les modes de vie. Pourquoi est-ce que c'était pas imaginable dans nos esprits le Covid alors que vous l'aviez prédit en fait? Mon métier, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il n'y a pas que le futur linéaire qui est une forme implicite de futur, mais d'expliciter les autres futurs probables. C'est ça que je trouve génial dans la prospective, c'est qu'en fait ça permet d'explorer des voies nouvelles sous le couvert de l'hypothèse de changement, de la question « et si demain ?» Ce que je trouve assez fascinant en fait dans ce qui est lié à l'indépendance, c'est aussi la manière dont les projets viennent à soi. J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois on reçoit autre chose que ce qu'on attendait, la vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 3, Noémie, questionner le statu quo. Cela fait quelques années qu'on me parlait de Noémie, la prospectiviste de La Rochelle. Pourtant, depuis 5 ans que les Pandarous ont des antennes sur le territoire, jamais nous ne nous étions croisés. Il m'a semblé que lui proposer un entretien dans le cadre de ce podcast était un bon prétexte. Elle m'a d'abord demandé de prendre un café, pas sûre d'être légitime pour l'exercice. Puis elle a accepté, toujours pas sûre de l'être, mais probablement pas contre tenter l'expérience. Il faut dire que Noémie a l'habitude de naviguer dans le brouillard. Elle en a d'ailleurs fait sa profession. Fin octobre dernier, elle m'a ouvert les portes de son jardin un après-midi ensoleillé. Noémie, bonjour. Bonjour Thibaut. Noémie, première question extrêmement difficile. Comment ça va ? Écoute, ça va, on est au soleil là, on discute. Ça ouvre une parenthèse un peu ancrée dans le présent, dans un quotidien qui est très tourné dans une spirale qui m'entraîne vers le futur, donc je profite de ce moment-là. La deuxième question monte d'un cran en difficulté. Qui es-tu ? Oui, effectivement, elle est pas mal celle-ci. Donc je m'appelle Noémie, j'ai 37 ans, j'habite à La Rochelle et je suis maman de 2 petites filles. Et c'est vrai que ce qui m'habite au quotidien, c'est l'idée de comprendre ce qui est en train de changer autour de nous et de pouvoir le mettre dans les mains des personnes qui sont décisionnaires ou qui pilotent des activités pour faire en sorte que ce changement ouvre des nouvelles perspectives sur les décisions et les stratégies qui sont en train de se mettre en œuvre. Donc moi, ce qui vraiment me passionne et m'habite depuis maintenant 6 ou 7 ans, c'est vraiment ce sujet du lien entre le futur et sa résonance dans le présent et dans nos actions. Et comment est-ce qu'on peut finalement habiter les imaginaires de ce futur pour aussi arriver à mieux décider aujourd'hui et à prendre des décisions qui parfois sont difficiles, mais au service d'une vision plus long terme. Et j'imagine qu'il y a une activité professionnelle derrière ça, on va y revenir un peu plus tard, mais la première chose que tu as dit en réponse à la question « Qui es-tu ?», c'est que tu étais Noémie, que tu avais 37 ans, que tu étais maman. Et je note que ça arrive avant le fait de présenter tes activités professionnelles. Oui, alors elle dirait peut-être l'inverse. Mais oui, effectivement, je pense que c'est aussi ce sujet de la prospective, pour en parler avec mes confrères et mes consoeurs, c'est aussi un sujet qui résonne beaucoup avec la transmission, avec ce qu'on a aussi envie de léguer. Et ce lien-là, je pense qu'il se fait aussi naturellement dans tout l'esprit des personnes qui ont à la fois ces 2 rôles, mais pas que, c'est pas exclusif, mais je pense que ça s'articule très bien dans les esprits, cette idée
aussi commencer à réfléchir aux générations futures et pas qu'à celles qu'on a mis au monde, mais celles qui viendront après. Est-ce que tu te souviens de ce que tu aimais faire quand tu étais petite, de ce que tu avais aussi envie de faire peut-être pour l'avenir, faire ton métier? Ouais. C'est vrai que parmi beaucoup de vocations un peu classiques, j'avais cette idée un peu fixe autour du métier de fleuriste. Et en fait, derrière ça, j'ai aussi voulu être designeuse de meubles. Enfin, en tout cas, il y avait cette idée de travailler autour de ce qui est beau, autour de ce qui est créatif. Et c'est un truc que j'ai probablement perdu de vue à la fois pendant mes études et puis pendant mes premières expériences salariées. Mais que j'ai vite aussi essayé de me réapproprier quand j'ai pu réfléchir aussi plus clairement au métier que je voulais faire quand je suis passée à mon compte. Cette idée de créer, d'inventer des choses nouvelles, de travailler aussi en lien avec les imaginaires, aussi avec des profils artistes ou en tout cas tournés vers la création. Et cet écosystème, il m'a toujours beaucoup attirée, pas forcément sous ces termes-là quand j'étais enfant, mais cette idée-là de création et de créativité m'a toujours beaucoup attirée. Et alors, la grande question qui suit, c'est tu t'es dirigé dans quelle voie au moment des études et puis après de trouver un travail? Écoute, quand il s'est agi de faire des choix d'études, moi j'étais plutôt, tu sais, bonne élève. En même temps, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, dans ces cas-là, en général, la voie un peu classique, c'est quand même Sciences Po. Donc, j'ai fait un IEP, j'ai fait l'IEP de Lille. Et puis j'ai fait aussi en complément un master spécialisé en entrepreneuriat. Parce que déjà à Sciences Po, j'ai compris que je me destinais, si tu veux, à Sciences Po aux affaires européennes. Donc j'ai fait 1 an à Bruxelles et ça m'a pas convaincue sur le style de vie, si tu veux. Donc j'ai cherché un peu d'autres pistes parce que j'étais complètement passionnée par la cause européenne. C'était vraiment quelque chose que je trouvais vraiment hyper intéressant en fait et fascinant de se dire qu'on s'est réunis autour d'un concept de paix au travers d'intérêts économiques, qu'on a cherché à construire finalement un continent de paix. Et ça, je trouvais ça vraiment, je trouvais vraiment cette cause transcendante. Mais la réalité du travail derrière m'a pas forcément convaincue. Et donc j'ai cherché aussi du coup d'autres pistes. Et, et en fait, du coup, j'ai décidé de faire un master en entrepreneuriat parce que je sentais qu'il y avait en moi un côté un peu indépendant. Enfin, en tout cas, cette envie de liberté et de créer quelque part des choses que j'avais pas apprises ou avec laquelle je ne m'étais pas confrontée en étant à Sciences Po. On est quand même beaucoup dans l'analyse. Et il y avait aussi... moi, je viens pas d'une famille où il y a cette culture-là entrepreneuriale ou de projet. Donc, c'était aussi quelque chose que je devais apprendre en partant de zéro. À la fois me socialiser avec ce monde-là, avec cette manière de faire. Et je découvre encore plein de choses qui m'étaient complètement inconnues parce que je n'avais absolument, et je n'ai, je pense, toujours pas vraiment les codes de ce monde-là. Mais du coup, c'était ce master-là, il m'a nourri d'une autre culture avec laquelle j'étais pas du tout en lien. Et je pense que du coup, ça m'a un peu structurée aussi pour la suite, en tout cas de la projection un petit peu long terme de ce que je pourrais faire. Et donc, quand je suis rentrée sur le marché du travail en tant que jeune diplômée, moi, j'aimais bien les trucs un peu nouveaux, un peu émergents. Ça a toujours été un truc un peu un fil rouge, on va dire, dans ma personnalité. Et donc, en fait, j'ai commencé mon premier boulot. J'ai travaillé à la Fnac, mais dans une start-up qui s'était fait racheter par la Fnac pour monter une place de marché sur le site de Fnac.com.
Donc c'était vraiment une toute petite équipe, vraiment avec l'idée d'amener un nouveau modèle économique, avec vraiment des manières très différentes de travailler de la grosse machine interne. Et ça, c'était vraiment une expérience hyper intéressante et pareil, qui m'a pas mal forgé. Du coup, c'était avec les patrons d'aujourd'hui d'une très grosse boîte qui s'appelle Miracle, qui propose du coup aux sites de e-commerce de monter leur propre marketplace sur leur site. Donc, ils ont fait, eux, depuis un chemin assez incroyable. J'ai fait plein de postes différents à la Fnac, autour après de la relation client, des choses plus marketing. Enfin voilà, j'ai vu un peu plein de types de postes. Et puis après, je suis allée travailler chez ING Direct, donc la banque en ligne. D'abord sur l'expérience client et ensuite plus sur une partie d'innovation. Et cette expérience-là en innovation, c'est elle qui m'a un peu initiée notamment à l'approche design, qui était encore très émergente en France, et qui m'a vraiment titillée sur la manière d'aborder intellectuellement le changement, la manière dont on amène quelque chose de nouveau, et qui avait aussi ce lien avec le côté créatif, qui laissait en fait la place aussi à la créativité dans un processus d'innovation qui n'était finalement pas réservé que à des ingénieurs, parce que en tant que profil un peu généraliste comme le mien, parfois on a un peu du mal à trouver sa place, et ça donnait quelque part une nouvelle voie, une nouvelle case dans laquelle je pouvais m'inscrire, qui me semblait intéressante. Et puis après, je suis allée travailler à la Maïf aussi, pendant 4 ou 5 ans. C'est le moment où j'ai changé de région aussi, j'ai eu mon premier enfant. La Maïf m'a embauchée enceinte quand même, c'est un très beau geste qui marque beaucoup dans une carrière en termes de confiance. Et à la Maïf, j'ai passé vraiment 4 années exceptionnelles où on a travaillé sur les sujets d'innovation par le prisme de l'émergence de la consommation collaborative. Donc le fait de louer sa voiture ou prêter sa voiture ou sa maison, qu'est-ce que ça peut changer du coup à l'assurance, à l'expérience sociétaire, et voilà, défricher un peu cette nouvelle manière de penser la proposition de valeur en hybridation avec des acteurs externes. Et voilà la fin de mon parcours salarié, entre guillemets. Et depuis, tu es à ton compte, Ouais. et donc tu es prospectiviste. Mm. C'est comme ça que tu te définis? En fait, le terme de prospectif, ça fait pas si longtemps que ça que je l'assume, parce qu'il a, surtout en France, une connotation académique très stricte. En fait, moi, je vais plutôt dire que je suis à l'écoute de ce qui est en train de changer dans les modes de vie. Ça, c'est vraiment... et finalement, la prospective est une grille de lecture et une boîte à outils que j'utilise. Et je ne pratique pas une prospective qui est celle historique, on va dire, très tournée vers la donnée, la prévision, la capacité à planifier, mais c'est une prospective plus ouverte qui est là pour sensibiliser sur le fait que le futur n'est pas linéaire. Souvent, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant culturellement, c'est que souvent dans les organisations, il y a ce futur linéaire qui est un futur tacite en fait, qu'on n'a pas pris le temps d'expliciter, mais qui est une projection dans laquelle tout le monde, de manière volontaire ou pas, à laquelle chacun se raccroche pour se dire que demain ressemblera à ça, parce que le chef ou le patron a dû émettre ce type d'hypothèse, ou parfois aussi parce qu'un grand cabinet de conseil, par exemple sur la numérisation, il y a vraiment qu'une seule conception, sans trop de nuances de ce que pourrait être le futur du numérique, c'est plus de numérique. C'est très difficile d'aller à l'encontre de cette forme de croyance, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un futur parmi une multitude. Et donc mon métier, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il n'y a pas que le futur linéaire, qui est une forme implicite de futur, mais d'expliciter les autres futurs probables pour du coup s'assurer que ces futurs probables ne sont pas dans les angles morts des organisations, mais bien dans leur champ de vision, et qu'on ne prend pas de décision par rapport à un élément de croyance, mais par rapport à une exploration plus complète de ce qui pourrait arriver.
C'est très riche et j'ai envie de rebondir de plein de manières. Notamment moi-même, tu as parlé d'approche design qu'il faudra un moment expliciter, je pense que c'est intéressant. Et là, je vais plutôt rebondir sur le fait que tu as dit que de manière consciente ou inconsciente, on adhérait tous plus ou moins à un futur qui est linéaire, avec ce on qui est un peu indéfini. On pourrait parler de récit en fait. Oui. Mais ce récit, il émerge pas de nulle part, j'imagine. Est-ce qu'on sait d'où il émerge, qui nous dit le futur, bah, il est comme ça, il y aura... Il y a une forme de... Alors, il y a plein de choses qui nourrissent cette perception du futur. À suivre.